Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un art qui influence nos vies de manière quotidienne, l'architecture. Au fil des âges, les chefs-d'œuvre architecturaux ont laissé l'empreinte des brillantes civilisations du passé. Comment l'architecture reflète-t-elle l'histoire et la culture? L'architecture moderne est-elle devenue trop homogène? Et quel rôle l'architecte doit jouer entre la préservation de l'héritage et l'innovation? Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir sur notre plateau un grand architecte français, Paul Andreu, qui va nous faire partager sa passion. Paul Andreu est né en 1938 à Bordeaux. Il étudie successivement au lycée Louis-le-Grand, à l'école polytechnique, à l'école des Ponts et Chaussées et à l'école des Beaux-Arts de Paris et obtient un diplôme d'ingénieur et un autre d'architecte. Pendant presque 40 ans, Paul Andreu travaille à Aéroport de Paris. L'architecte a également construit l'essentiel des bâtiments de l'aéroport Charles de Gaulle, ainsi que des aérogares à Nice et Bordeaux, mais aussi dans des pays étrangers comme Abu Dhabi, Jakarta, Le Caire ou Shanghai. Il a également conçu un musée de la mer à Osaka, un gymnase à Canton, un centre musical à Shanghai et bien sûr le fameux opéra de Pékin. Paul Andreu a aussi écrit de nombreux livres sur l'architecture ainsi que plusieurs ouvrages littéraires. Bonjour, Monsieur Paul Andreu, bienvenue en Chine, bienvenue sur notre plateau. Alors, vous avez prononcé un discours très intéressant lors du forum culturel franco-chinois qui s'intitule « Le choc culturel dans l'architecture, le Grand Théâtre National ». Je m'explique, le Grand Théâtre National, c'est votre chef-d'œuvre aussi, ici à Beijing, en Chine. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'il s'agit, ce choc culturel? Le choc culturel, c'est quand, dans ce cas particulier de l'opéra, c'est quand un architecte étranger gagne un concours et vient construire dans un pays dont la culture est très grande, comme la Chine. Lui vient de la France. C'est un pays aussi de culture, et ces deux cultures sont très différentes. Bon, il faut discuter, s'entendre, finir le projet. Le projet a été pris, décidé à l'issue du concours. Mais enfin, il reste beaucoup à travailler, il reste à s'entendre. Et donc, finalement, les équipes qui viennent d'un côté et de l'autre, des deux cultures différentes, ont un espèce de choc, mais qui n'est pas une lutte, qui n'est pas une bataille, mais qui est une espèce de confrontation de ce à quoi ils pensent, de leurs convictions. Et il faut qu'ils arrivent à faire un projet qui ne soit pas un compromis. Il ne faut pas que ce soit un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre. Il faut que ce soit un projet qui ne supporte pas le compromis. Mais comment vous arrivez à faire un projet en ensemble? travaillant, en discutant longtemps. Et à ce moment-là, il vient quelque chose qu'on reconnaît de part et d'autre, ensemble, comme le projet commun qu'on a envie de faire. Entre les idées des uns et des autres, qui produisent quelque chose de nouveau, qui ne trahit personne. Encore une fois, il ne s'agit pas qu'il y en ait un qui gagne et l'autre qui perde, un qui s'impose et les autres qui obéissent. Il faut absolument que ça soit une création pure et qui soit acceptée par tout le monde. Dans les équipes qui travaillent, il faut qu'il y ait un désir de collaboration. Si on remonte un peu dans l'histoire, vous avez dit que vous travaillez en Chine, c'est un pays avec une grande civilisation, la France aussi. Pensez-vous que l'architecture est en quelque sorte le reflet de la culture et de l'histoire? Certains disent par exemple le château de Versailles est construit dans un esprit cartésien. Êtes-vous d'accord? Oui, ça on le dit après. Oui, certainement. Enfin, c'est largement vrai. C'est vrai que si vous prenez dans une même période, et après la décantation du temps, quand il s'est passé des années, des dizaines d'années, des fois des siècles, vous dites, ah oui, entre les écrits du classicisme français et l'architecture classique et la musique,
on trouve même une communauté de pensée. Mais il faut bien se rendre compte qu'on a beaucoup filtré. Même à l'intérieur d'un pays, c'est pas si simple. Tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde est... Et le fait qu'à un moment donné, l'architecture représente l'opinion commune, non. Ou la culture commune, non. Vous savez, la culture, c'est quelque chose de très vivant, de très changeant, de très constamment en devenir. Alors on sait très bien quelles sont, enfin on sait assez bien quelle est la culture du passé, d'où on vient, que pensaient d'important les gens qui nous précédaient. Mais quand on est là, sur la ligne de création, on invente, C'est une on crée, innovation. on dérange quelque chose qui est en ordre, finalement. Comment? Pas pour le plaisir de déranger, mais parce qu'on a justement envie de créer. Mais pensez-vous que l'architecture aujourd'hui moderne est devenue un peu homogène? Elle est dans certains cas très répétitive. Il y a des objets qu'on répète inlassablement les mêmes. Il y a deux grands écueils. Répéter toujours le même immeuble, bon, comme on le voit à certains endroits pour des raisons économiques, alors on fait le même immeuble. Bon, au bout d'un moment, on s'ennuie beaucoup. Et l'autre écueil, c'est de faire n'importe quoi du moment qu'on ne l'a pas vu. De vouloir faire du neuf à tout prix, à tout prix, à tout prix. Ça, c'est pas non plus raisonnable, parce que un bâtiment, c'est toujours quelque chose qui correspond à un besoin. C'est toujours quelque chose qui correspond à, on dit nous, un programme, c'est-à-dire voilà, on veut un bâtiment qui serve à ça et à ça et à ça. Mais même si dans son histoire il change d'usage, même si un bâtiment c'est toujours un abri essentiellement, c'est toujours des espaces pour être protégés, pour travailler ou dormir ou faire quelque chose, avoir une activité, protégée de l'extérieur. Et ça, des fois on a l'impression qu'on peut l'oublier. Je m'intéresse beaucoup à votre notion des rapports d'une culture locale spécifique avec la culture technique universelle. Et vous avez évoqué tout à l'heure au début, on a parlé un peu le choc culturel. Dans ce cas-là, en Chine, pouvez-vous nous donner un exemple de quel genre de choc culturel vous avez rencontré et comment cette culture locale spécifique va à la rencontre à la culture technique universelle? Ah, c'est compliqué de donner un exemple, mais je vais vous dire, vous dites qu'il y a une culture technique et l'autre. Bon, c'est vrai que les lois de la physique sont les mêmes pour tout le monde. C'est vrai que l'eau a les mêmes qualités, que quand il pleut, c'est la même chose. Ce qui diffère, c'est la manière de le regarder. Parce qu'il y a une certaine littérature, parce qu'il y a une certaine habitude, les gens vont regarder la pluie de manière différente. Il y en a qui la regardent couler avec plaisir, parce qu'elle leur manque, d'autres qui trouvent ça horrible, d'autres qui trouvent ça... Et dans une civilisation ou dans une autre, vous allez avoir un amour de la pluie ou au contraire une détestation de la pluie. Oui, pourtant la pluie, c'est toujours la pluie, c'est toujours de l'eau qui tombe. Les sentiments, c'est un peu la même chose, il y a une espèce d'universalité des sentiments. Vous êtes triste, vous venez de perdre quelqu'un de cher. Vous êtes triste, tout le monde est triste, de la même manière. C'est pas différent de ce point de vue-là. Mais comment vous l'exprimez? Ben, certains en souriant, d'autres en pleurant, d'autres en criant, d'autres en... Vous voyez, la culture, c'est pas les sentiments universels ou les lois universelles, elles sont universelles. Elles sont vraies pour tout le monde. Il n'y a pas... Mais la manière dont on les comprend, dont on les exprime, change. Bon, pas du tout au tout. Et plus le monde se mélange, plus les images du monde vont partout, plus il y a une espèce d'uniformisation de ça. Mais il n'empêche,
La manière de parler des gens, par exemple, n'est pas du tout la même. Vous pouvez avoir, surtout quand vous ne comprenez pas la langue, vous mettez très longtemps à comprendre quand les gens sont fâchés, pas fâchés. Hein, vous avez des types qui discutent comme ça, vous dites ils sont fâchés. Non, ils ne sont pas fâchés. Ils ont une discussion animée. Et c'est normal. Dans ce pays-là, c'est normal. Dans un autre pays, c'est horrible. Donc il faut que vous arriviez à décoder, à comprendre ce qui est en train de se passer, de manière à ne pas avoir une mauvaise réaction. Moi, je vais vous dire, par exemple, au début de l'étude de l'opéra, il y avait une ou deux personnes qui étaient tout le temps, moi je trouvais qu'ils avaient été tout le temps en colère. Non, c'est pas comme ça. Bon, ils m'en veulent. Ils m'agressent. Et ils font tout ce qu'ils peuvent pour s'en prendre au projet. Mais pas du tout, c'était pas vrai. Je me suis aperçu qu'ils avaient raison. Quand ils faisaient une critique, ils avaient raison. Simplement, ils l'exprimaient d'une manière telle que moi, je ne comprenais pas qu'ils avaient raison. Mais quand j'ai compris qu'ils avaient raison, je les ai écoutés d'une autre manière, et on est devenus des vrais amis. Mais il a fallu passer cette espèce de barrière des habitudes. Et moi, c'était pareil. Moi, ils trouvaient que j'étais tout le temps en colère. Mais je n'étais pas tout le temps en colère. Des fois, j'étais fatigué, énervé, je n'avais pas dormi la nuit. Bon, et ne prends pas ces réactions-là. Au-delà de la langue, c'est même plus de la langue, c'est des signes, c'est des... Eh bien, alors, il peut y avoir une mésentente complète. Et c'est là qu'il faut avoir un minimum de patience, qu'on a ou qu'on n'a pas. Moi, je ne suis pas très patient. Bon, d'accord. Mais vous arrivez quand même à travailler dans énormément de pays. Oui, Comment oui, oui. arrivez-vous Eh bien, je fais des efforts. Je fais des efforts pour être patient. Mais en même temps, comme je vous le disais tout à l'heure, être patient, oui. Écouter les gens, oui. Comprendre que les gens ne vous veulent pas du mal et ne cherchent pas à vous embêter, oui. Mais ne pas accepter de faire quelque chose auquel vous ne croyez pas. Il faut aller jusqu'au bout des choses pour que vous ayez la conviction que c'est bien comme ça. Quelque chose par lassitude, parce que vous en avez assez discuté. Vous dites, bon, d'accord, alors, vous voulez ça? Eh bien, vous êtes en train de gâcher le bâtiment. C'est pas bien, il ne faut jamais faire ça. Ouais. Ça arrive aux gens. Ça arrive, bien sûr, mais il ne faut pas. Vous n'avez jamais fait des compromis? Pas beaucoup. Franchement, pas beaucoup. Mais il y en a, quand même. Quelques-uns, mais pas beaucoup. Je vous assure, pas beaucoup. Et souvent, par fatigue peut-être, ou parce que je ne trouvais pas... Vous savez, souvent, vous avez l'intuition que ça, c'est pas bien, que cette solution n'est pas bonne. Mais vous n'avez pas la bonne solution encore. Donc vous dites, c'est pas bien, mais... Alors on vous dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais je ne sais pas, attendez, laissez-moi du temps. Et non, dites-moi. Là, vous ne pouvez pas. Alors des fois, ça arrive de dire, bon, ben alors faites ce que vous voulez, puisque c'est comme ça. Mais il ne faudrait jamais faire ça. Ça n'est pas bien. C'est pas... Le travail d'un créateur, n'importe, un musicien, un peintre, ça n'est jamais d'être résigné. Jamais. Vous avez écrit dans votre livre, je me rappelle, il m'a fallu une peau d'éléphant. Oui, bien sûr. Ah ben on prend l'habitude après un peu. Et donc, en quelque sorte, l'architecture vous a façonné un peu aussi votre caractère, votre vie. Est-ce que ce métier influence un peu votre vie? Oui, forcément. Vous savez, j'ai dit ça ce matin dans la conférence, et tout le monde dit ça. Un créateur, il naît deux fois. De sa mère d'abord, comme tout un chacun, et ensuite de son œuvre. Ce qu'il fait, le fait naître, le transforme, comme vous dites. Donc moi, c'est sûr que mon travail d'architecte m'a beaucoup formé, m'a beaucoup, bien ou mal d'ailleurs. Peut-être ça m'a donné aussi des grands défauts, j'en sais rien. Mais
forcément, le type d'activité que vous avez influe sur votre humeur, sur votre caractère, sur la manière dont vous vivez matériellement. Je pense qu'il faut profiter de cette occasion pour vraiment rendre hommage à ce métier, parce que très peu de gens ont la notion de la complexité et de la densité du travail d'architecte. Oui, c'est-à-dire que beaucoup de gens s'imaginent toujours qu'un artiste, quel qu'il soit, c'est un homme qui ne travaille pas vraiment, qui prend du plaisir. Voilà. Mais un artiste peut-être, mais l'architecte... Non, mais même un artiste, même un peintre, il travaille tout le temps, quoi. C'est très dur, un écrivain, c'est très dur d'écrire. Et de ce point de vue-là, l'architecture, c'est comme les arts, c'est comme la création, c'est dur. Il faut travailler beaucoup, et il faut accepter cette espèce de chose très, très cruelle d'être presque toujours pas satisfait. Il y a toujours des regrets en plus. Pas des regrets, mais des insatisfactions que vous essayez de combler. Justement, vous n'êtes pas satisfait, hein, et parce que vous n'êtes pas satisfait, vous allez plus loin. Et des fois, alors vous avez des regrets quand vous n'avez pas été assez insatisfait. Quand vous êtes satisfait trop vite, là, ça vous laisse des regrets. Vous dites, ah, si j'avais eu un peu de courage en plus, je serais allé plus loin. Et donc, tous ces métiers artistiques, c'est pas des métiers où, comme on dit, on se fait plaisir. On est heureux, oui, on est heureux, mais le bonheur n'est pas le plaisir, c'est pas la même chose. Le plaisir, c'est fugitif, c'est épidermique, c'est bien, c'est bon, tant mieux. Le bonheur, c'est quelque chose de plus profond et qu'il faut aller chercher beaucoup plus loin. Mais je pense qu'un de vos avantages, comme vous avez évoqué, c'est de se rendre compte qu'il y a des différences culturelles dans chaque pays, donc vous faites un effort pour s'adapter. Maintenant, vous enseignez à l'université de Zhejiang avec les étudiants chinois. Oui. Comment se passent les cours avec eux? Est-ce que vous avez... La chose compliquée dans ces cours, c'est que on a des difficultés de langue. C'est-à-dire, moi, je ne parle pas chinois, eux, pas du tout français. Et quand on parle, alors où on parle avec un interprète, ou on parle tous en anglais. En anglais, oui. Ça crée des malentendus. Et passer par une langue qui n'est ni la vôtre, ni la mienne, c'est compliqué. Donc, mais ça n'empêche qu'on peut se dire des choses et se montrer. On peut aussi beaucoup dessiner de choses. Alors les étudiants, je crois qu'ils me trouvent très sévère. Ah, c'est vrai. J'ai entendu parler, vous les menacez de les téléphoner en pleine nuit pour voir s'ils sont encore au travail. Non, ça c'est pas vrai, ça c'est des mensonges. D'abord, qu'est-ce que vous voulez que je leur téléphone? Je n'ai pas leur numéro de téléphone aux étudiants. Non, ça c'est pas vrai du tout. Non, ce que je leur dis, c'est qu'ils n'ont pas assez travaillé. Ou que... Et encore une fois, le travail, c'est pas des heures. C'est pas que des heures. C'est pas parce qu'on va passer 20 heures sur 24 à travailler à sa table qu'on va bien travailler. Le travail, c'est se concentrer vraiment sur quelque chose. C'est chercher. Ça réclame vraiment qu'on oublie le reste autour et qu'on se consacre à ça. Mais moi, je pense que le moment des études, c'est un moment où il faut que les personnalités s'ouvrent. Alors, si on est trop sévère, je veux dire que moi, je ne dis pas des méchancetés aux gens. Je ne leur dis pas, vous êtes mauvais, vous êtes nul, vous ne serez jamais qu'un imbécile. C'est pas ça. Parce que ça, c'est juste une méchanceté, à quoi ça aide. Mais je leur dis, votre travail n'est pas bon. Voilà, le résultat n'est pas bon. Alors pourquoi? Et je ne vais pas être gentil avec vous en vous disant, ah, vous avez beaucoup travaillé, alors ça fait rien. Non. Je n'ai pas à être gentil. J'ai à vous aider à travailler et à juger votre travail. Quand vous serez seul, vous serez le seul juge.
Mais maintenant, il y a beaucoup de créateurs, jeunes créateurs chinois qui essaient de renouer un peu l'architecture moderne avec la tradition chinoise. Je pense à l'Académie des arts de Chine à Hangzhou. Je pense que vous le connaissez aussi. Comment vous trouvez le style qui retrouve un peu la tradition chinoise et aussi l'utilisation du bois comme matériel? Moi, je trouve tout très bien à partir du moment où il y a un fond de vérité et de recherche authentique. Si vous voulez, je vais vous dire, regardez dans le passé, ça ne sert à rien. Je veux dire, imiter le passé, le regarder pour trouver de la force, oui, ça c'est la culture. Pour moi, la culture, c'est quelque chose qu'on a derrière soi, on n'a pas besoin de se retourner, elle vous pousse en avant. Hein, on la connaît, bon. Qu'on veuille retrouver un certain nombre de valeurs fondamentales de la culture, oui, les valeurs fondamentales de sa culture. Ça, je trouve que c'est très bien. Qu'on veuille réutiliser un matériau, qu'on veuille réutiliser... Moi, je suis le premier à trouver ça bien. Je veux dire que quand j'ai fait l'Oriental Art Center à Shanghai, j'ai dit, je vais faire des murs en céramique. On m'a dit, c'est pas moderne. J'ai dit, si, la céramique, c'est un matériau moderne. Il suffit de la regarder du bon côté. Hein, donc le bois, c'est bien. La céramique, c'est bien. Il n'y a pas de... Même réutiliser comme le fait Wang Xu. Hein, dire aux gens, regardez, je prends des matériaux de démolition et je refais un mur avec. Regardez. C'est bien. Je ne trouve pas ça mal du tout. C'est une position très positive, qui est radicale même. Regardez. Mais ça n'est pas parce que c'est du passé, c'est parce que c'est un regard. D'ailleurs, le passé, il n'existe plus. Vous portez un regard sur le passé. En fait, il y a une histoire du passé. La manière dont vous comprenez ce qui s'est passé il y a 500 ans, elle est très différente de ce qu'on en pensait il y a 100 ans. Très différente. Donc, la culture, elle s'enracine dans le passé, mais elle se réapprécie, elle se rechange continuellement. Et moi, je trouve très bien que, encore une fois, que les gens disent, il y a dans notre culture des choses intéressantes, mais qui ne sont pas formelles, qui sont plutôt des attitudes intellectuelles, qui sont plutôt des habitudes vis-à-vis du monde, vis-à-vis presque philosophiques, presque, hein, ou des habitudes des attitudes d'économie. Et comment comprenez-vous la culture chinoise? Parce que pour nos téléspectateurs qui ne peuvent pas venir en Chine, ça pourrait être intéressant, même si vous ne parlez pas chinois. Mais je vais vous dire, moi, la culture chinoise, ce que je trouve important dans la culture chinoise, de la construction, moi je regarde, c'est de voir comment ils ont construit certaines formes avec certains matériaux. Quand on fait des toits qui ont cette forme-là, ça a une origine dans le matériau. C'est parce qu'on utilise certains matériaux au départ souples et puis après on les transforme, on garde la forme, on transforme ça autrement. Il y a toujours une raison matérielle derrière. Il y a toujours aussi, je vous parlais de la protection, toutes les règles vis-à-vis de l'eau, du vent, c'est des règles écologiques. Au départ, c'est des règles normales, écologiques, raisonnables, rationnelles. Alors après, quand on les transforme en « vous ferez fortune si vous regardez dans cette direction ou dans celle-là », ça c'est de la stupidité. Ça, personne ne fait fortune parce qu'il met l'escalier comme ça ou comme ça. Ça, c'est pas vrai. C'est des fariboles, ça. Mais en revanche, dire quand le vent dominant est comme ça, il faut mettre les fenêtres là, il faut mettre des petites fenêtres ici, des grandes là, faire un machin, protéger cette entrée. Tout ça a du sens. Tout ça est terriblement aussi moderne que le moderne. Mais le fait que les Chinois préfèrent le bois et les Occidentaux préfèrent le béton... Mais vous vous trompez, les Occidentaux, ils aiment autant le bois. Simplement, si vous voulez, ça a laissé des souvenirs plus ou moins cuisants. Hein. D'abord, il y en a plus ou moins de disponibles.
les Chinois aiment beaucoup le bois, mais quand même, ils sont bien obligés de ne pas trop en faire parce qu'il n'y a pas de grandes forêts en Chine. Elles ont été, en ce moment, elles ont été beaucoup démolies. En ce moment, oui, mais dans le passé. Dans le passé. Mais vous voyez bien que les choses changent. Quand la ressource n'est plus là, vous êtes bien obligé de changer un peu. Ou alors vous importez du bois d'Indonésie ou d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Bon. Mais encore une fois, il n'y a rien de mal contre le bois. Au contraire, en ce moment, il y a une espèce de mode, je ne sais pas jusqu'où elle ira, on verra bien, de faire des immeubles de jusqu'à 10 étages, 15 étages en bois. En Europe, il y a les Allemands le font, les Hollandais le font, les Français veulent commencer à le faire. On verra. On verra. Rien n'est mauvais si ça part d'une idée raisonnable, généreuse, et qui a pour but, non pas d'être à la mode, mais de créer du bien-être ou de créer quelque chose d'inattendu, de beau. À ce moment-là, tout est bien. Oui, et pour terminer, je voudrais quand même demander votre avis sur le rôle d'architecte entre la préservation de l'héritage et l'innovation. Je sais maintenant, il y a des courants, il y a des pensées, je ne sais pas, américains qui s'appellent genre critical conservation, en disant que pour protéger les héritages, il faut les mettre en danger pour avertir le public. Quel est votre avis sur ce sujet? Si vous voulez, moi je crois que tout est équilibre. Il y a des pays qui ont su admirablement mélanger les époques et l'Italie par exemple. L'Italie, vous pouvez faire un bâtiment moderne à côté d'un bâtiment ancien et à côté d'un... Les Japonais aussi ont beaucoup mélangé les styles et les périodes. Je trouve que c'est très bien. Les Français, les Chinois, ils adorent tout démolir et reconstruire. Bon, ça alors c'est un fait de culture très fort. Et je crois qu'il faut que les uns et les autres apprennent à ne pas faire ça. Il n'y a pas de raison de tout garder du passé. C'est pas parce que c'est du passé que c'est bien, mais trop démolir ou démolir comme ça pour être homogène, ça n'est pas intelligent. Il faut avoir une espèce d'équilibre pour garder les choses et les transformer, les faire... Tout se transforme tout le temps. Mais vous savez, il y a la conservation de l'architecture, mais moi je pense qu'il y a un problème encore plus grave. C'est la conservation des paysages. Je pense que l'architecture souvent est en danger parce qu'on rase des quartiers entiers, mais souvent on rase des quartiers entiers aussi parce qu'ils sont insalubres et qu'on ne sait pas comment les refaire. Ça a été le cas en Chine quand même. Il y avait certains quartiers, il fallait les démolir. Pas tous, on en a démoli trop. Et en France, on en a démoli trop. Mais il y a une chose qui est dans un danger extraordinaire, c'est les paysages, les grands paysages culturels, parce que les gens ne vivent plus pareil, parce que les paysans ne les cultivent plus, ou parce que le tourisme les envahit, ou parce qu'il y a un nouvel équilibre à trouver dans tout ça. Et il y a une urgence à le faire. Parce que c'est encore plus irréversible. Il y aura, une fois que certains paysages auront disparu, jamais plus on ne les verra. Et on a l'impression qu'ils sont là pour toujours, mais ce n'est pas vrai. Au fond, l'architecture reflète l'histoire, la culture et encore l'évolution de notre société. Alors je vous remercie, Monsieur Paul Andreau, d'avoir été avec nous et partager votre passion avec nos téléspectateurs. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi notre émission. À la prochaine.